Le post-humanisme, avec l'idée de l'homme augmenté, c'est un truc assez compliqué. Il y a plein de variantes. Donc moi, je ne veux pas en parler de façon générale. Par exemple, il y a des gens qui pensent que le post-humanisme, ça doit passer par des manipulations génétiques. Et il y en a d'autres qui refusent parfaitement ça et qui pensent qu'au contraire, ça doit passer par le cyborg, c'est-à-dire une sorte de couplage entre l'être vivant et la machine. Bon. Et donc, il y a des clivages importants chez ces gens-là. Mais ce qui leur est commun, c'est qu'ils essaient de fournir à l'idée de progrès l'occasion d'une rédemption. C'est-à-dire, ils partent du principe que l'homme a foiré. On l'a foiré. En fait, si vous lisez certains d'entre eux, ils pensent que l'homme est fatigué d'être lui-même. En fait, depuis la Shoah, on est fatigué, quoi. On est lassé d'être des hommes. Et donc, il faut, par la technique, se sortir de l'humanité. Et c'est donc pas vraiment une philosophie du progrès, c'est plutôt une philosophie de la rupture. Il faut rompre avec l'humanité, se débarrasser de tous les soucis qui sont liés à la matérialité du corps et produire un post-humain. Bon. Et bon, moi je pense qu'il y a des potentiels énormes dans la technologie pour augmenter les capacités humaines, qu'elles soient psychiques, qu'elles soient physiques, qu'elles soient intellectuelles, etc. Il n'y a pas de doute là-dessus. Le problème, c'est que ça ne concerne pas le genre humain. Et c'est peut-être d'ailleurs là que l'idée de progrès, à mon avis, a le plus trahi. Alors, quand je dis elle a plus trahi, elle n'a rien promis, l'idée de progrès. C'est nous qui l'avons utilisée pour promettre. Mais c'est là qu'elle a été le plus déceptive. C'est-à-dire que si vous lisez les pères fondateurs que j'évoquais tout à l'heure, eux, ils pensent que le progrès va diffuser spatialement et temporellement à la surface de la planète et au cours des générations. Et si on pense que ça va pas assez vite, ben on colonise. Okay, la colonisation a été argumentée au nom du progrès. Hein. Quand les Russes, c'est plus récent, envahissent l'Afghanistan, c'est parce que les Afghans ne lisent pas assez Marx. On va leur montrer comment il faut lire Marx. D'accord. Donc c'est toujours un peu le même truc. Bon. Et, et les gens dont vous parlez, ils n'envisagent pas que ces progrès-là, entre guillemets, puissent bénéficier au genre humain. Et je pense, moi, qu'il y a en effet dans l'humanité une proportion faible de gens pour lesquels il sera très difficile de mourir. Si vous avez un système de santé autour de vous et beaucoup d'argent qui vous permet de bénéficier de toutes les innovations médicales possibles, vous serez beaucoup mieux soigné que la moyenne. Et vous pouvez presque sortir de la condition humaine. C'est-à-dire que votre rapport aux autres, à vous-même, à la vie, à la mort, sera complètement modifié. Et donc, ce n'est pas un progrès pour le genre humain. Et je crois que le niveau de vie moyen augmente, mais les inégalités augmentent. Et si vous voyagez un peu, et si vous voyagez autrement qu'en allant d'un grand hôtel vers un grand hôtel, si vous voyagez vraiment, vous voyez que les différences de modalités de vie à la surface de la Terre n'ont jamais été aussi grandes qu'aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il y a 1,7 milliard d'humains qui n'ont jamais vu une prise de courant électrique de leur vie. Mais ces gens, on ne les voit pas, on ne sait même pas où ils sont, on ne les connaît pas, on ne s'en soucie pas. Mais ils existent. D'accord. Donc, voilà, il y a des conditions de vie tellement différentes qu'on peut se demander si on partage la même condition humaine. C'est la question d'Hannah Arendt dans La condition de l'homme moderne. Hein. Elle demande est-ce que la technologie change les conditions de vie de l'homme? La réponse, évidemment, c'est oui. Elle change les façons de s'habiller, de voyager, de se nourrir, de travailler, etc. Bon. Ensuite, elle pose la question est-ce que, à force de changer les conditions de vie, on va changer la condition humaine, c'est-à-dire le rapport à la vie, à la mort? Ben, vous voyez bien que oui, un peu. Avec le génie génétique, voilà, on peut faire que la procréation échappe aux lois du hasard. Il y a un texte de Günther Anders, qui était le mari d'Hannah Arendt, le premier mari, dans lequel il développe l'idée d'une honte prométhéenne. Honte prométhéenne. La honte prométhéenne, c'est la honte de l'homme qui fabrique des objets plus performants que lui, qui ont la perfection des choses qui ont été élaborées sans l'intervention du hasard. Un ordinateur, par exemple, il calcule mieux que vous.
Vous devez être fier de l'avoir fait, mais en même temps, il vous met la pâtée en calcul. Il vous ridiculise. Et vous-même, vous êtes lié à la rencontre entre un homme et une femme qui s'est parfois faite dans des conditions difficiles rétrospectivement à justifier. C'est ça qu'il appelle la honte prométhéenne. Voilà. Est-ce qu'on va pouvoir progresser en dehors de la sexualité ordinaire? Et est-ce que ça va être généralisé? Ou est-ce qu'on va rester dans la condition humaine traditionnelle qui fait les choses comme elle l'a toujours faites? Ça, c'est des grandes questions. Hein. C'est des grandes questions. Maintenant, il y a tout ce mouvement de l'intelligence artificielle. Moi, j'ai fait une interview là, de Yann Lequin, qui dirige le laboratoire d'intelligence artificielle de Facebook. C'était à France Culture. Il m'a dit, je vais poser la question, mais il m'a dit, les machines bientôt auront des désirs et des volontés. Et des émotions. Bon, moi, je ne croyais pas mes oreilles, donc je l'ai fait répéter. Est-ce que vous êtes vraiment... comment est-ce qu'on peut définir une émotion? Est-ce qu'une machine peut avoir peur? Mais en fait, en discutant avec lui, je me rends compte qu'il considère que quand nous avons peur, ce n'est pas une émotion que nous avons, c'est notre logiciel qui engendre ce sentiment, qui est un sentiment d'alerte par rapport à un danger qui est plus ou moins réel. Mais j'ai vu que le lendemain, il faisait une conférence ailleurs pour Le Monde. Il a dit le contraire. Non, il a dit le contraire parce qu'à mon avis, Facebook a dû... parce que si ces gens commencent à dire que les machines vont avoir des désirs, ça va être une jolie panique à bord. Hein. Donc, mais on nous vend je pense aussi qu'il y a une naïveté, si vous voulez, il y a une naïveté du public. Par exemple, quand Laurent Alexandre nous explique qu'il y a déjà des immortels parmi nous, les gens l'invitent à en parler davantage, mais vous voyez bien que c'est ridicule. En admettant même qu'une partie d'entre nous devienne immortelle. Premièrement, comment est-ce qu'il le saurait? Il va falloir attendre longtemps pour être sûr qu'on est immortel. D'autre part, si vous savez que vous l'êtes, je ne sais pas comment, hein, mais vous savez que vous l'êtes, vous allez quand même douter de la garantie de l'information. Par exemple, si une voiture vous coupe en deux, l'immortalité risque d'être compromise. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous savez que vous êtes immortel, mais avec une probabilité qui n'est pas quand même de 100%. Ben, vous allez rester dans votre lit, à ne jamais oser bouger. Pourquoi? Parce que si vous avez un accident, vous perdez l'immortalité. C'est quand même beaucoup plus grave que de perdre la vie.